À 380 000 km de la Terre, dans la longue obscurité des nuits lunaires, les températures descendent à moins 130 degrés. Il n'y a pas d'air et presque pas de ressources. Un environnement ultra hostile pour les humains et la vie en général. Cependant, il y a une technologie qui pourrait tout changer. La NASA va envoyer un réacteur nucléaire sur la Lune dès 2030 pour permettre à des humains de survivre dans cet environnement hostile. Aujourd'hui, on décrypte cette actualité et bien d'autres dans DNDE. Dans l'espace, il n'y a pas de frontières. L'orbite terrestre et les corps du système solaire n'appartiennent à personne, pourvu que ça dure. Internet était un peu comme ça il y a 20 ans, et malheureusement, ça a pas mal changé. De plus en plus de contenus et de sites ou de services ne sont accessibles que dans certaines zones géographiques, ce qui peut être hyper frustrant quand on n'est pas dans la bonne zone. Il arrive parfois qu'un site ou qu'une saison d'une série soit par exemple bloquée chez nous, mais aujourd'hui il existe une solution simple pour contourner ces limites, c'est notre partenaire NordVPN. Avec NordVPN, vous pouvez changer de localisation virtuelle en un clic et débloquer tous les contenus qui vous intéressent. Que vous soyez en France ou à l'étranger, les serveurs ultra rapides vous garantissent une connexion stable et sans ralentissement. C'est d'ailleurs parfait pour consulter des contenus vidéo comme YouTube ou des films. NordVPN applique par ailleurs une couche de sécurité sur toute votre navigation grâce à la protection anti-menace pro. Si vous téléchargez un fichier, il est automatiquement analysé pour vérifier qu'il ne contient pas de malware. Si vous cliquez sur un lien douteux, l'outil bloque l'accès avant même que vous ne tombiez dans le piège. Malheureusement, il y a de plus en plus d'arnaques en ligne, notamment de fausses boutiques qui n'ont que pour but de vous voler vos coordonnées bancaires. Protection Anti-Menace Pro les détecte et vous avertit pour vous empêcher de tomber dans le panneau. Lors de tests indépendants, cette protection s'est révélée aussi efficace que des logiciels spécialisés en cybersécurité. En vous abonnant à NordVPN, vous pouvez bénéficier de 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans, avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. C'est l'occasion idéale pour tester leur service sans risque. Et si ça vous intéresse, vous pouvez visiter le lien qui est en description ou dans le commentaire épinglé sous la vidéo. Et nous, on retourne aux actualités spatiales. La Lune, ça fait plus de 50 ans qu'on n'y est pas retourné. Et même à l'époque d'Apollo, les missions étaient très courtes. La plus longue, Apollo 17, a passé un peu plus de 3 jours à la surface de notre satellite. Ces missions ont été courtes à cause de plusieurs facteurs, mais il y en a un qui est particulièrement important, l'énergie. Pour avoir de l'électricité sur la Lune, on peut se reposer sur des panneaux solaires et des batteries. Le problème, c'est que les nuits lunaires sont très longues, elles durent 2 semaines. 14 jours sans voir le soleil, avec des températures qui chutent chaque heure un peu plus. Sans possibilité de se chauffer et donc sans électricité, c'est la mort assurée. Et pourtant, la NASA veut retourner sur la Lune. Mieux que ça, elle veut y rester pendant de longues périodes, et donc confronter ses équipages aux terribles nuits lunaires. Pour y parvenir, elle est en train de développer un atout maître, un mini-réacteur nucléaire capable d'alimenter une petite base pendant des jours, des semaines, voire des années s'il le faut. C'est le programme Surface Fission Power dont on vous a souvent parlé sur la chaîne, le descendant du prototype de recherche Kilopower. C'était un programme également menacé par les coupes budgétaires de l'agence spatiale américaine. Mais finalement, il sera sauvé. La semaine dernière, la NASA a signé un accord avec le Department of Energy pour poursuivre l'aventure, sous la houlette de Jared Isaacman, son nouveau patron. Concrètement, les réacteurs mis au point pour le programme pourront être déployés en orbite, sur la Lune et même sur Mars. L'objectif est d'en avoir un à la surface de notre satellite en 2030. Il permettrait de soutenir des missions longues du programme Artemis, qui pourraient ainsi passer plusieurs semaines sur la Lune, même en pleine nuit. Ils devront être capables de délivrer 40 kW de puissance électrique sans interruption pendant 10 ans et sans entretien. Un véritable îlot d'énergie qui rendrait les séjours à la surface de la Lune beaucoup plus simples. Ça fait maintenant quelques années que la NASA travaille sur ce projet. L'agence a produit un prototype qui a pu être testé au sol, Kilopower. Mais pour faire fonctionner un réacteur dans l'espace, il va falloir relever quelques défis techniques. Le premier, c'est le refroidissement. Sur la Lune, pas d'air, pas d'eau liquide, pas de convection. Il faut donc oublier les ventilateurs et l'évaporation. La seule solution, c'est d'évacuer la chaleur par un radiateur.
Heureusement, le réacteur ne doit pas être trop puissant, mais c'est cette contrainte qui donne une forme générale d'ombrelle aux illustrations de l'Agence spatiale américaine. Le réacteur, c'est la tige, et l'espèce de soucoupe au-dessus, c'est le radiateur. Le second défi, c'est la sécurité. Pour atteindre la Lune, le réacteur et son carburant fissible vont devoir être lancés dans une fusée. Et si cette dernière explose, on se retrouverait avec une bombe sale. Un incident nucléaire majeur. Les États-Unis peuvent probablement compter sur la Falcon 9 qui montre une fiabilité extrême. Cela n'enlève pas complètement le risque et donc le danger. Une fois sur la Lune, le réacteur devra fonctionner de manière complètement autonome, ce qui signifie également gérer les malfonctions. Même sans humain à proximité, avec une perte de communication ou une panne d'électronique, il devrait être capable d'éviter un incident de criticité. Sa physique doit donc être intrinsèquement sécurisée, sans possibilité d'aboutir sur un incident majeur, quelle que soit la panne. La longévité et la gestion des radiations sont deux autres facteurs très importants que la NASA va devoir gérer. Bien qu'il s'agisse d'un petit réacteur, l'agence est donc devant un vrai défi technique. Et 2030, mine de rien, ça va venir assez rapidement. Ce projet devrait évoluer en parallèle de Draco, un moteur nucléaire thermique pensé pour la propulsion. Il va probablement lui aussi être validé dans le budget de la NASA, et il y aura peut-être des synergies à trouver entre les deux programmes. Même avec de l'énergie nucléaire, l'espace reste un milieu très hostile et dangereux. La semaine dernière, on vous a parlé d'une évacuation médicale depuis l'ISS, une première en 25 ans d'exploitation de la station. Un membre d'équipage de la mission Crew 11 a subi un problème de santé qui n'a pas été divulgué. Sa situation a ensuite été décrite comme stable, ne nécessitant pas d'évacuation d'urgence. L'agence spatiale américaine a toutefois préféré jouer la prudence et a fait revenir tout l'équipage de Crew 11 avec un mois d'avance. Ils sont maintenant revenus sur Terre, leur amérissage s'est bien déroulé, et on les a vus sortir de la capsule un à un sans problème apparent. Hormis bien sûr l'affaiblissement général dû au long séjour en microgravité. Je ne sais pas si on en apprendra plus, mais il doit y avoir là un cas d'étude pour la médecine spatiale qui permettra de réduire les risques pour les missions suivantes. Ce retour nous projette par ailleurs vers la première mission de Sophie Adno. L'astronaute française va partir vers l'ISS dans quelques semaines pour sa première mission en orbite. Elle fera un long séjour, 8 mois, soit sensiblement plus qu'une mission classique à bord de la station. Les semaines qui viennent vont être très chargées en actualité, avec le deuxième lancement d'Isar Aerospace dans la semaine, Artemis 2 début février, le premier lancement d'Ariane 64 et le décollage de la mission de Sophie quelques jours après. On va essayer de couvrir un maximum de ces actualités en live sur Twitch, et si on le fait, on vous mettra les résumés sur YouTube. Avec Isar cette semaine, on va essayer d'aller un peu plus haut que la dernière fois. Le premier lancement de l'entreprise allemande s'était interrompu assez rapidement et avait terminé en boule de feu. Mais même chez les acteurs les plus chevronnés, les échecs ne sont pas rares. La semaine dernière, c'est la Chine par exemple qui a été frappée d'un double échec de lancement. Vendredi soir, une Longue March 3 a été perdue avec sa charge utile, un satellite expérimental. La fusée vole pourtant depuis 1996 et n'avait pas connu d'échec depuis 5 ans. L'année dernière, elle a réalisé 13 missions qui se sont toutes parfaitement déroulées. Comme quoi, même les lanceurs les plus sûrs ne donnent aucune garantie. Et c'est le genre d'échec qui fait réfléchir à deux fois quand on parle de mettre des réacteurs nucléaires sous des coiffes de lanceurs réputés fiables. Quelques heures après, dans la nuit de samedi, une CRS-2 de l'entreprise Galactic Energy a connu le même sort. Il s'agissait du premier lancement de cette version. L'échec est donc ici beaucoup moins surprenant. Galactic Energy est une entreprise du New Space et il faut généralement quelques essais aux nouveaux acteurs avant de réussir leur premier tir. La CRS-2 est une version un peu plus musclée de la CRS-1, une des fusées du New Space chinois qui fonctionne le mieux. Équipée de boosters solides, elle est plus grosse que sa grande sœur et doit pouvoir délivrer jusqu'à 1,6 tonne en orbite, une sorte de Vega chinoise. Galactic Energy travaille en parallèle sur les lanceurs Pallas à ergols liquides qui seront partiellement réutilisables. Il y a un énorme effort de ce côté en Chine. Si ça vous intéresse, on a publié une vidéo sur le sujet dimanche dernier. En Europe, c'est Maya Space qui vient de marquer des points. L'entreprise française, filiale d'Ariane Group, a été choisie par Eutelsat pour participer à plusieurs lancements de la constellation OneWeb. OneWeb, c'est un peu le Starlink européen. La constellation était à l'origine indépendante, avant de passer sous le contrôle d'Eutelsat. Elle a ensuite bénéficié d'investissements importants, notamment de la part du gouvernement français pour développer ses capacités.
Dans cette optique, Eutelsat vient de passer un contrat avec Airbus Defence and Space pour construire 340 nouveaux satellites. Avec les satellites déjà en orbite et les commandes en cours, cela devrait porter la constellation européenne à un peu plus de 1000 satellites. Peut-être pas de quoi offrir le haut débit à tout le continent, mais suffisant pour des enjeux de souveraineté. Les satellites seront fabriqués à Toulouse et lancés au moins en partie par Maya. Ils devraient occuper la majorité des 3 premières années d'exploitation de la fusée. Maya doit avant tout faire ses preuves, d'abord en suborbital cette année. Encore un lancement qui méritera un live, 2026 va être incroyablement chargé. Toujours sur le sujet des constellations, il faut aussi d'ailleurs préciser que le premier lancement de la version 64 d'Ariane 6 sera lui dédié à la constellation Amazon Leo, anciennement connue sous le nom de Kuiper. La constellation d'Amazon quoi. On dirait qu'on tient là l'usage qui va faire voler 80% des fusées dans les années qui viennent. Là aussi, les Chinois ne sont pas en reste et je vous renvoie cette fois au dernier dossier spécial membre pour plus d'informations. Avec toutes ces constellations, on peut légitimement se demander si les astronomes seront encore capables d'observer le ciel depuis la Terre. Les inquiétudes ont démarré avec Starlink, mais elles vont être multipliées par 10 ou 100 avec tous les projets qui sont en train d'entrer en service. L'astronomie dans 5 ans sera donc peut-être une science plus difficile, produisant moins de résultats. Profitons donc maintenant de ce que peuvent encore faire les télescopes terrestres. La semaine dernière, un nouvel instrument installé sur l'observatoire du Roque de los Muchachos aux Canaries a ainsi livré un mystère fascinant. Il a été pointé vers la nébuleuse de l'Anneau, une nébuleuse planétaire située à 2300 années-lumière du Soleil. Il s'agit des restes de la mort d'une étoile. Après qu'elle ait transitionné de sa phase de géante rouge à celle de naine blanche, expulsant au passage ses couches externes qui forment la nébuleuse, elle a été découverte il y a presque 250 ans par l'astronome français Charles Messier, et a depuis été étudiée un nombre incalculable de fois. Il aura pourtant fallu un nouvel instrument, le WHT Enhanced Area Velocity Explorer, pour dévoiler une drôle de curiosité. Au centre de la nébuleuse se trouve un nuage d'atomes de fer de forme étirée, un peu comme une barre. Sa présence est surprenante, mais pourrait être une indication sur l'avenir lointain de la Terre. En effet, 2 hypothèses permettent d'expliquer la présence de ce fer. Il pourrait venir de la mort de l'étoile, après que cette dernière ait pu fusionner des éléments lourds et donc du fer dans ses derniers instants. Il est cependant étrange qu'il soit distribué le long d'une barre. L'explosion des couches externes de l'étoile aurait dû déboucher sur une forme plus sphérique. L'autre hypothèse est donc que ce fer vienne d'une planète tellurique qui aurait été détruite par la mort de l'étoile. La Terre par exemple possède un gros noyau ferreux, et si elle se fait vaporiser par la mort du Soleil, ce noyau ferreux pourrait finir distribué de la même manière le long d'une barre. Dans la nébuleuse de l'Anneau, on dénote toutefois des particularités intéressantes. La masse combinée des atomes de fer est à peu près équivalente à celle de Mars. On parlerait donc d'un gros noyau ferreux. Par ailleurs, la barre s'étend jusqu'à très loin du centre de la nébuleuse, 500 fois la taille de l'orbite de Pluton. Cette matière a donc été largement dispersée. Un bon indice pour départager ces scénarios serait de trouver d'autres éléments chimiques, peut-être plus indicatifs d'un processus de fusion stellaire, qu'on trouve typiquement dans le noyau d'une planète. Le nouvel instrument de l'Observatoire des Canaries pourra peut-être apporter cette réponse. Si le scénario de la planète disloquée se confirme, c'est un indice fascinant sur ce qui nous attend. Dans quelques milliards d'années, le Soleil connaîtra lui aussi une phase de géante rouge et finira probablement par avaler la Terre. Si elle est disloquée de la même manière, tout ce que nous avons été, toute la matière qui nous a un jour constitués, sera alors dispersée vers les étoiles. De quoi relativiser un peu sur nos problèmes quotidiens. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN en passant par le lien qui est en description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour trouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.